sommes le 1er février 2000. 12 jours auparavant, la seconde loi Aubry est votée. La durée légale hebdomadaire du travail en France passe de 39 à 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés. Il s'agit là de la loi la plus emblématique du gouvernement Jospin et peut-être du texte le plus controversé de l'histoire de l'économie française. On en parle aujourd'hui avec Gérard Cornillo. Bonjour, vous êtes économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. À l'époque, c'est donc Martine Aubry qui porte cette loi. Elle est ministre du Travail et elle présente les 35 heures comme une innovation sociale majeure et un remède miracle contre le chômage. Expliquez-nous d'abord par quel mécanisme. Alors, miracle, je ne suis pas sûr qu'elle ait utilisé l'expression. Le mécanisme est assez simple en réalité. Ce qu'on vise, c'est deux choses. Premièrement, à partager le travail, à faire qu'il y ait un peu plus de gens qui travaillent un petit peu moins longtemps chacun d'entre eux. Et puis une deuxième chose qu'on a complètement oubliée, qui est de permettre aux entreprises d'utiliser de manière beaucoup plus souple la durée du travail et en particulier d'allonger la durée d'utilisation de leurs équipements, ce qui leur permet de gagner en compétitivité. Et donc c'est le deuxième canal par lequel on vise la création d'emplois. Alors pour autant, la France se distingue en faisant cela. À ce moment-là, ailleurs, on augmente plutôt la durée du travail. Je pense par exemple à l'Allemagne. C'est pas exact. Oui. Dans le même temps, en Allemagne, la durée du travail diminue selon des modalités qui sont très différentes des modalités françaises, mais la durée du travail diminue. Et en réalité, elle va baisser par exemple de 5% de 2000 à aujourd'hui, ce qui représente à peu près 2 heures de baisse de la durée du travail. En outre, l'Allemagne a beaucoup développé le temps partiel au cours de cette période, ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on travaille moins d'heures en moyenne en Allemagne qu'en France. Alors, ça fait en tout cas partie des arguments de la droite qui hurlent après ce texte. À gauche, on parle de progrès social, d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour les salariés qui découvrent d'ailleurs les RTT, les fameuses RTT. On pouvait penser à l'époque que ça ferait augmenter la consommation, le tourisme ? Pas vraiment la consommation, parce qu'il était prévu, et c'est à peu près comme ça que les choses se sont passées, qu'il y ait une certaine modération salariale. Alors, elle a été neutralisée pour les très bas salaires, mais il y a eu une certaine modération salariale. Donc, ceux qui avaient un emploi et qui ont travaillé moins, ont gagné moins en réalité. Par contre, les chômeurs qui ont pu obtenir un emploi du fait de la réduction de la durée du travail des autres, eux, ils ont pu consommer plus. Globalement, on n'attendait pas grand-chose de l'augmentation de la consommation. C'était vraiment par la réorganisation du travail et par le partage du travail qu'on espérait des créations d'emplois. Et alors, si on devait faire un bilan aujourd'hui, on va regarder les chiffres. Près de 2 millions d'emplois créés sous l'ère Jospin. Est-ce que c'est le fait des 35 heures ou le fait d'une croissance économique indépendante de cette mesure ? Les choses ne sont pas totalement indépendantes, justement. Oui. Il y a eu 2 millions d'emplois créés au cours de cette période. C'est vraiment très considérable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre période depuis les années 60 où on ait observé autant de créations d'emplois. Bien entendu, les 2 millions ne résultent pas simplement du passage aux 35 heures. L'estimation qui est couramment admise, c'est 350 000 emplois. Personnellement, je pense que c'est plus. Mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. C'est plutôt la fourchette basse. Simplement, ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours de cette période, les 35 heures ont bien contribué, effectivement, à créer des emplois et probablement ont impulsé un mouvement de croissance relativement fort, selon le schéma qui avait été envisagé. Alors, quand on vous entend, on entend effectivement qu'il y a beaucoup de points positifs, a priori, à ces 35 heures. Il y a quand même cette question de la compétitivité. Quel impact sur la compétitivité française ? Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait deux éléments qui allaient dans le sens d'une meilleure compétitivité. Bon, d'une part, le coût du travail était maîtrisé par les négociations qui avaient eu lieu préalablement à la mise en place des 35 heures sur la modération salariale. C'est-à-dire qu'on a demandé aux salariés ils n'ont pas obtenu d'augmentation de salaire pendant un certain temps de manière à compenser le fait qu'ils avaient des loisirs supplémentaires, d'une certaine façon. Et puis d'autre part, il y avait cette fameuse réorganisation du travail, le fait de pouvoir calculer la durée du travail sur l'année. En réalité, on n'est pas passé aux 35 heures, on est passé aux 1600 heures annuelles. C'est-à-dire qu'avant, on avait effectivement des obligations, des contraintes très fortes sur l'utilisation de la durée du travail dans la semaine. On a eu des contraintes sur l'année, ce qui a donné beaucoup de souplesse aux entreprises et permis aussi, avec des durées sur la semaine un peu plus courtes, de partager le travail entre plusieurs salariés, ce qui a permetté de gagner de la compétitivité et pas d'en perdre. Alors, il y a quand même certains secteurs dans lesquels l'application des 35 heures a été un casse-tête absolu. Je pense à l'hôpital, par exemple. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que l'hôpital, il y a l'administration en général. Si on met de côté l'éducation nationale qui n'était pas concernée, toute l'administration a subi le choc parce que l'État n'a pas fait ce qu'il demandait aux autres de faire.
C'est assez relativement courant. Et donc, en particulier, il n'avait absolument pas préparé les choses. Il n'avait pas négocié avec ses salariés les modérations salariales qu'on incitait à négocier dans le reste, et en particulier dans le secteur privé. Et donc, effectivement, les 35 heures à l'hôpital n'ont pas eu le temps d'être organisées correctement. Les embauches n'avaient pas été prévues. Ça a été très décalé dans le temps. Et c'est effectivement le versant noir de la réduction du temps de travail. C'est assez paradoxal que ce soit l'État qui a été le plus mauvais élève dans cette affaire. Alors, depuis, la loi a quand même subi quelques changements. De nombreuses entreprises renégocient elles-mêmes le temps de travail des salariés. Est-ce qu'on pourrait dire que les 35 heures ont disparu aujourd'hui, dans les faits? Ils n'ont pas disparu dans les faits. En gros, la durée du travail en France est certes supérieure aux 35 heures annualisées, en moyenne, pour les temps complets. En moyenne, on est un petit peu en dessous si on intègre le temps partiel, mais effectivement, on est un petit peu au-dessus. Ce qui montre d'ailleurs qu'on peut travailler déjà aujourd'hui un peu plus que 35 heures. Il n'y a pas de... La loi qu'on accuse d'être extrêmement rigide, en réalité, est extrêmement souple et permet déjà de travailler un petit peu plus longtemps. Néanmoins, on est sur des horaires qui ne sont pas ceux, vraisemblablement, qu'on aurait eu si on n'avait pas eu cette loi. Alors, comment on explique qu'un gouvernement de gauche, et je cite par exemple Emmanuel Macron, remette en question encore aujourd'hui cette loi des 35 heures? C'est pour moi un grand mystère. Parce que pour vous, cette loi est souple et se suffit elle-même? Je pense que cette loi, malheureusement, a beaucoup souffert de débats terriblement idéologiques. À partir du moment où on a voulu opposer une organisation collective du temps de travail orientée plutôt vers la création d'emplois, et en particulier, j'insiste là-dessus, vers la souplesse, et pas du tout dans le sens de la rigidité, il y a un certain nombre de gens qui l'ont interprété comme la fin du travail, le fait que, en gros, comme un éloge de la paresse, ce qui n'était pas du tout le cas. Ouais. Et je pense que c'est cette approche terriblement idéologique qui a beaucoup perturbé les choses. C'est le cas des chefs d'entreprise qui se plaignent des 35 heures, qui, eux, ne parlent pas de la rigidité. C'est pas évident, je veux dire. Pour vous, c'est politique? Oui, je pense que c'est totalement politique. Je pense que quand on dit les chefs d'entreprise, on veut dire le MEDEF et ses organisations sommitales qui, effectivement, sont dans ce jeu politique de revendication. De contrer la gauche par Les principe. entreprises elles-mêmes ne sont pas vraiment demanderesses. Je veux dire, en réalité, s'il fallait revenir aux 39 heures tels qu'ils étaient pratiqués avant 2000, ils auraient à supporter des rigidités beaucoup plus grandes que celles qu'ils supportent aujourd'hui. Alors après, évidemment, les entreprises qui revendiquent en réalité de faire travailler les gens plus longtemps en les payant moins, c'est-à-dire en baissant les salaires, voilà. Bon. Je pense que il faut appeler un chat un chat. Hein. Ceux qui pensent qu'il faut baisser les salaires doivent le dire. Et le dire comme ça. Et le dire comme ça. Gérard Cornillo, si je vous demande de terminer cette phrase, le 1er février 2000, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Je dirais que c'est le jour où on s'est engagé dans un partage du travail maîtrisé et civilisé. Merci Gérard Cornillo d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.